Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le droit international est basé sur les rapports de force. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'ai souvent dit aux Congolais, pour ne limiter qu'à mon cher pays, que en politique internationale ou en relation, l'une des choses qu'on apprend, c'est que le système international est anarchique. Alors, l'anarchie ne veut pas dire on fait ce qu'on veut. Hein. Le chaos, ça ne veut pas dire le vide. Le Oui, chaos, mais ça ne là, veut on a pas dire le l'impression, non, désordre. mais pendant que vous le dites, Oui, Didier oui, Winnie-Volo, mais pardon, s'il vous j'en plaît. arrive. Oui, je vais juste insérer une petite question. Pendant que vous le dites, c'est pas l'anarchie, oui, mais lorsqu'on observe le fonctionnement de Trump, on a bien l'impression que c'est l'anarchie. Vous voyez un peu Non. comment il est en train de gérer la crise ukrainienne, alors disons la guerre russo-ukrainienne. Alors là, vous avez un sujet. Tout dépend maintenant des rapports de force. Vous avez la puissance, qui est un vrai sujet en politique internationale. Selon ma puissance à moi, je peux ou ne pas influer sur le système international. Et il y a un thème qui est majeur. Et c'est pour cela que moi, j'insiste beaucoup sur la création du capital congolais, des hommes d'affaires congolais. Il y a un thème qui est majeur. C'est l'économie politique. Selon votre niveau d'économie nationale, vous avez les moyens d'infléchir ou d'impact sur le système international parce que qui paye décide. Trump le dit très bien. Vous dites oui, il Oui, veut mais c'est s'accaparer là des où on matières. Il dit constate, nous comme avons je l'ai payé dit, 350 milliards de dollars aux Ukrainiens d'aide militaire. Maintenant, ils doivent nous payer, mais parce que c'est un homme d'affaires. oui, Il mais c'est ce serait que j'étais en train de dire tout à l'heure. Avec Trump, on a l'impression que le droit international, c'est face au profit, bien sûr, les rapports de force. Alors venons-en donc à l'actualité internationale, notamment sur la manière dont Donald Trump gère la situation en Ukraine et en RDC. Alors, les sanctions américaines, je l'ai dit d'entrée de jeu, sont tombées le 20 février dernier contre le ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, James Kabarebe, vous connaissez, et Lawrence Kingston, porte-parole bien sûr du mouvement M23 et l'Alliance Fleuve Congo ainsi que deux de ces entreprises qu'il contrôle, notamment Kingston Fresh et Kingston Holding. Pour la première fois, on a vu le Conseil de sécurité de l'ONU condamner de manière unanime le Rwanda. Euh, Personne ne s'y attendait. personne ne s'y attendait. Si vous voulez, première réaction, je vous rappelle encore hein, un principe fondamental. Le système international est anarchique. C'est-à-dire qu'il faut suivre d'instant en instant comment les choses marchent et faire des hypothèses pour essayer d'anticiper le coup d'après. Donc, c'est un peu ceux qui jouent au jeu de dames et au jeu d'échecs. C'est un peu comme ça le système international. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel qui ont écrit un très bon livre de l'histoire des relations internationales, Introduction à l'histoire des relations internationales, qui parle du comportement de l'homme d'État. Quand vous travaillez ou vous négociez ou vous êtes dans une sphère de relations internationales, il faut donc tenir compte du comportement des gens, de l'éducation, du parcours de formation, des relations que la personne a pu avoir. Par exemple, je ne sais plus si vous avez regardé sur Internet cette vidéo de Poutine qui va rencontrer Angela Merkel et qui sait que Angela Il Merkel, elle n'aime est pas les redoutable. chiens, elle n'aime pas les Voilà. chiens, Et ben que voilà, dans son il parcours accueille de avec un vie, chat, elle voilà. a pu développer la phobie des chiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait passer un chien à côté d'elle et on voit bien que ça déstabilise un peu. Mais il refait ça avec les Japonais. Et puis, les Japonais étaient un peu paniqués aussi. Et il rappelle aux Japonais que mais c'est un chien que vous m'avez donné en cadeau quand je suis venu au Japon. Bon, voilà. Donc, lorsque vous voyez comment s'accélèrent les choses à l'ONU, mais c'est lié aussi à l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump, lui, c'est la politique business. Et il n'a pas du temps à perdre. Et d'ailleurs, quand il prend Elon Musk, et on voit bien, hein, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Moi, je fais le constat. Comment Elon Musk est en train de licencier des fonctionnaires fédéraux.
aux États-Unis, quand on parle des fonctionnaires fédéraux, mais on ne joue pas avec eux. Mais regardez, même le FBI est mis en difficulté. La CIA est mise en difficulté par un homme qui arrive avec ses satellites, avec ses ingénieurs. Les gens qui travaillent avec Trump, je crois que la moyenne d'âge est entre 25 et 35 ans, qui viennent et puis qui déstabilisent tout. Et donc, au niveau de l'ONU, les gens se rendent compte que soit on se met au pas, et surtout que Trump a un tempérament, il ne supporte pas la contradiction pour la contradiction, il ne supporte pas qu'on puisse le contredire. Donc voilà, c'est un caractériel. Au final, eh ben, face aux situations du monde, chacun veut se prémunir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ONU ne peut pas continuer à dire il y a des militaires rwandais en RDC et ne pas prendre des sanctions. Et d'ailleurs, du côté de la RDC aussi, il y a eu des mouvements. La ministre des Affaires étrangères a dû rappeler plusieurs fois on ne peut pas sanctionner la Russie et on ne peut pas sanctionner la Russie d'un côté et refuser de sanctionner le Rwanda. On ne peut pas. Le rôle des députés européens qui ont condamné des accords dans lesquels on demande, l'Union européenne demande au Rwanda de fournir des produits que le Rwanda ne détient pas, sachant que le Rwanda va piller ces matières premières stratégiques et critiques ailleurs. Donc, tout ça fait que dans un environnement où on est en métacommunication, tout se sait, à un moment donné, ce n'était plus tenable. Et les sanctions sont arrivées trop, je n'ai pas envie de dire trop tard, c'est arrivé un peu tard, mais c'est déjà ça, c'est déjà le premier niveau. Et vous avez aussi le procureur de la Cour pénale internationale, Monsieur Karim Khan, qui va engager des enquêtes et peut-être des poursuites. Oh, et c'est une bonne chose. il était à Kinshasa le lundi Tout à fait. dernier. Mais ma question, Didier Mounivolo, est-ce que, telles que les sanctions ont été engagées, parce que quand on suit la chronologie, c'est d'abord Washington qui a commencé à sanctionner d'abord le ministre rwandais, comme je l'ai dit, et puis le porte-parole du M23, et s'en est suivi finalement la condamnation de manière unanime par le Conseil de sécurité. Après, c'est la SADC réunie ensemble avec l'EAC. Est-ce qu'on peut penser que sous un autre ou sous une autre administration américaine, on serait arrivé à ce niveau-là, où il a fallu un Trump? Alors, le petit historien que je suis dirait, avec les scies, on mettrait Paris dans une bouteille. Mais on peut dire que oui, n'eût été Trump, non, on n'aurait pas eu ce résultat. Alors, quand vous dites euh, les États-Unis ont sanctionné, l'ONU a suivi, tout le monde suit, en fait, c'est parce que euh, c'est difficile, quand vous faites du business international, de ne pas croiser un centime de dollar. En fait, pourquoi quand les Américains sanctionnent, tout le monde est obligé de suivre, bon gré, mal gré. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui a poussé certains pays à créer ce qu'on appelle les BRICS, qui veulent contourner ces choses-là, mais parce que lorsque la sanction américaine tombe, parce que les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui utilise dans le droit international ce qu'on appelle l'extraterritorialité juridique. C'est-à-dire que les Américains imposent leurs décisions juridiques ou judiciaires au monde entier. Ce qui fait que lorsque les Américains disent tel ministre rwandais est sanctionné, telle entreprise est sanctionnée parce que ça finance l'Est de la RDC, on gèle les avoirs, ça suppose que cette entreprise qui a des filiales en France et en Angleterre, ces filiales ne peuvent plus fonctionner parce qu'en Europe et en Angleterre, ces filiales, dans leurs transactions financières, utilisent le dollar. Et là, si les Américains se rendent compte qu'une banque française ou une banque anglaise a continué à assurer les transactions de ces gens et de leurs sociétés en passant par le dollar, je vous assure que le procureur fédéral, il est redoutable. Un exemple, c'est le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais n'a pas respecté les lois sur les assurances et les banques aux États-Unis. George Bush, fils et président américain, le Crédit Lyonnais a écopé d'une sanction, je crois, de 500 millions de dollars que Chirac a essayé de négocier avec George Bush. George Bush a dit à Jacques Chirac, lorsque le procureur fédéral mène ses enquêtes, le président américain a deux choix. Intervenir, il quitte la Maison-Blanche parce que c'est impossible d'intervenir, et ne pas intervenir et continuer son mandat. Et donc, c'est ce qui fait que lorsque les États-Unis condamnent, eh ben, les autres sont obligés de suivre. L'Iran a été aussi un exemple. Lorsque Trump arrive, Trump 1, il
annule les accords signés avec l'Iran sur le nucléaire iranien, tout de suite, la plupart des compagnies européennes qui commençaient à s'installer en Iran, notamment l'industrie automobile, eh ben, toutes ces compagnies se sont retirées parce que dans leurs transactions, à tout moment, ils vont croiser le dollar et dès lors qu'ils vont croiser le dollar, le procureur fédéral va frapper. Et donc ça, ils ne peuvent pas. Et donc, c'est une bonne chose pour la RDC. Alors, mais donc Maintenant, il finalement, appartient ça à veut la dire quoi? RDC de continuer le travail. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le droit international est basé sur les rapports de force. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'ai souvent dit aux Congolais, pour ne limiter qu'à mon cher pays, que en politique internationale ou en relation, l'une des choses qu'on apprend, c'est que le système international est anarchique. Alors, l'anarchie ne veut pas dire on fait ce qu'on veut. Hein. Le chaos, ça ne veut pas dire le vide. Le Oui, chaos, mais ça ne là, veut on a pas dire le l'impression, non, désordre. mais pendant que vous le dites, Oui, Didier oui, Mounivolo, pardon, s'il vous j'en plaît. arrive. Oui, je vais juste insérer une petite question. Pendant que vous le dites, c'est pas l'anarchie, oui, mais lorsqu'on observe le fonctionnement de Trump, on a bien l'impression que c'est l'anarchie. Vous voyez un peu Non, comment il est en train de gérer la crise ukrainienne, alors disons la guerre russo-ukrainienne. Il prend des décisions à tout va et c'est lui qui décide à tous les niveaux, comme il veut d'ailleurs. La preuve, c'est que tout le monde était surpris de constater que les États-Unis se rapprochent aussi vite de la Russie, alors que tout le monde se disait, plus personne ne rêvait cela. Et donc, Trump peut faire ce qu'il veut, quand il le veut, quand il le décide. Tout semble bien commencer. Sourire devant les caméras, mais c'est un affrontement sans précédent qui va bientôt éclater. Devant la presse, Volodymyr Zelensky montre des photographies de prisonniers de guerre et traite Vladimir Poutine de tueur. De quelle diplomatie parlez-vous avec lui? Le vice-président américain attaque le premier. Je vous parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction dans votre pays. Monsieur Zelensky, franchement, vous nous manquez de respect à venir ici à la Maison-Blanche. Vous devriez remercier le président Trump qui tente de mettre fin au conflit. Savez-vous quel problème nous avons? Le président ukrainien tente d'expliquer pourquoi il a besoin de l'aide militaire américaine. C'est alors Donald Trump qui explose. Vous n'êtes pas dans une bonne position, vous n'avez pas les cartes en main. Je ne joue pas aux cartes. Vous êtes en train de jouer. Vous pariez avec la vie des gens. Vous pariez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est irrespectueux pour ce pays. Zelensky est sans voix, il n'a plus la parole. Si on vous offre un cessez-le-feu maintenant, prenez-le pour que les balles arrêtent de voler. Je veux la fin de la guerre, mais je veux aussi des garanties. Volodymyr Zelensky voulait une aide militaire en échange d'un accord sur les matières premières. Il claque la porte de la Maison-Blanche. Ce soir, les négociations semblent rompues. C'est une forme d'anarchie, non? Il n'a pas besoin alors, on peut le dire comme ça, mais en politique, en relations internationales, quand on dit l'anarchie, l'anarchie, c'est dans le sens que le système international se distingue du système national. Dans le système national, vous avez la Constitution, vous avez les lois qui sont tirées de la Constitution, vous avez les accords, par exemple, dans les entreprises et autres. Et vous avez surtout, presque dans tous les pays, je pense, le Code civil qui réglemente les relations entre les citoyens. Le droit international fait le maximum pour réglementer aussi les relations entre les États. Mais les États sont animés par trois sujets dont je parlais avant. Par la sécurité nationale, l'intérêt national et la souveraineté nationale. Et donc, le droit international vient buter sur ces trois sujets qui font que Trump peut vous dire, mais moi, aujourd'hui, je me rends compte que le Groenland fait intégralement partie de notre sécurité nationale. Alors là, vous avez un sujet. Tout dépend maintenant des rapports de force. Vous avez la puissance, qui est un vrai sujet en politique internationale. Selon ma puissance à moi, je peux ou ne pas influer sur le système international. Et il y a un thème qui est majeur. Et c'est pour cela que moi, j'insiste beaucoup sur la création du capital congolais, des hommes d'affaires congolais. Il y a un thème qui est majeur. C'est l'économie politique. Selon votre niveau d'économie nationale, vous avez les moyens d'infléchir ou d'impact sur le système international parce que qui paye décide. Trump le dit très bien. Vous dites oui, il veut s'accaparer des matériels. Il dit, nous avons payé 350 milliards de dollars aux Ukrainiens d'aide militaire. Maintenant, ils doivent nous payer, mais parce que c'est un homme d'affaires. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Avec Trump, on a l'impression que
le droit international, c'est face au profit, bien sûr, les rapports de force. Parce que là, on a vu, même quand Emmanuel Macron a tenté d'aller rattraper un certain nombre de choses, mais on a vu comment est-ce qu'il a été humilié. Il est reparti, alors qu'il était parti avec ses idées à lui. Mais il est rentré avec les idées de Trump. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. L'habituelle accolade suivie d'une poignée de main franche, à l'image de leur discussion soutenue mais non dénuée de sympathie, centrée sur le sort de l'Ukraine. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus à la Maison-Blanche avant de répondre aux questions des journalistes dans le bureau ovale. Donald Trump réaffirme vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Je pense que la guerre pourrait se terminer bientôt. D'ici quelques semaines. Oui, vous ne pensez pas? J'aimerais vous entendre. Ça, c'est si nous sommes intelligents. Sinon, cela continuera et nous continuerons à perdre de jeunes et belles personnes qui ne devraient pas mourir. Volodymyr Zelensky pourrait rendre visite prochainement à Donald Trump s'il tombe d'accord sur l'accès des Américains aux minerais du pays. C'est ce qu'affirme le président américain. Il dit vouloir récupérer une part de l'aide financière des États-Unis fournie à l'Ukraine. Autre enjeu, le déploiement de troupes de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. Donald Trump affirme en avoir parlé à Vladimir Poutine qui y consentirait. Emmanuel Macron estime que l'Europe y est prête. Nous avons notre rôle à jouer. Nous, ce que nous avons préparé en particulier avec nos partenaires britanniques, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée. Après un déjeuner de travail, les deux présidents ont donné une conférence de presse. L'option d'un cessez-le-feu rapide, d'abord rejetée par Ukrainiens et Européens, semble petit à petit se renforcer. Emmanuel Macron a même concédé à Donald Trump qu'il avait eu raison de rouvrir le dialogue avec Poutine. Il y a un grand changement parce qu'il y a une nouvelle administration américaine. Donc c'est un nouveau contexte. Donc il y a de bonnes raisons pour le président Trump de renouer avec le président Poutine. Et donc là, je ne sais pas si on peut encore parler du droit international ou des relations internationales, mais on sent bien qu'il y a un monsieur qui est en train de tracter tout le monde. Mais malgré tout, attention, malgré tout, le droit international est nécessaire, c'est fondamental parce qu'il faut quand même un minimum d'ordre international, hein, l'ordre international, même si ça donne le sentiment du chaos et du désordre. Les relations internationales, c'est surtout les rapports de force, mais aussi, je parlais de la personnalité de l'homme d'État, c'est ce que vous dites, hein, si c'était un autre que Trump, oui, on a vu, hein, Trump 1, il a sorti les États-Unis de l'accord de Paris, de beaucoup de l'UNESCO et autres. Biden arrive, il remet les États-Unis dans ces organisations-là, et Trump vient, il retire tout de suite les États-Unis de l'OMS, les États-Unis vont certainement se retirer de l'OMC parce que le tempérament de Trump, c'est un leader qui n'aime pas dialoguer avec beaucoup de monde. Lui, il préfère the one-to-one. Mais pourquoi? Mais parce que Trump vient, il est maniaque de l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi? C'est vendre une maison, un appartement à une personne. Donc, il est habitué dans les négociations de one-to-one. Mais plus il y a du monde, plus il y a la cacophonie, tout le monde parle, c'est pas bon pour son business. Et donc, il transpose sur le système international ses expériences de réussite dans l'immobilier de one-man show. Et la preuve, il vous propose la Côte d'Azur à Gaza. Mais il faut être Trump pour penser transformer Gaza en Côte d'Azur. Et oui, regardez la vidéo qu'il vient de réaliser avec l'intelligence artificielle. C'est magnifique. Évidemment, mais est-ce que vous ne craignez pas que finalement le comportement de Trump puisse finalement plonger le monde dans un système évidemment de désordre, parce que les gens observent. Après, chaque puissance va commencer à se comporter comme les États-Unis actuellement. C'est le risque, oui. Et après, tout va s'embraser parce que plus personne ne voudra écouter l'autre. Chacun fera sa tête. Alors, après Donald Trump, vous diront certains spécialistes des sciences sociales, notamment les psychologues, c'est même la typologie du mal alpha. C'est pour ça qu'il admire Poutine. Hein, voilà. Donc, c'est un dominateur. Nous sommes en 2017. La Corée du Nord mène des essais nucléaires et son leader menace les États-Unis. Au pouvoir depuis seulement quelques semaines,
Trump est sous pression. Dans un premier temps, il tente la carte de l'intimidation. He has been very threatening. And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power. C'est un échec et les essais continuent. Alors, il change de méthode et propose un deal. Hopefully, we'll be able to make a deal on the denuking of North Korea. Sa méthode pour y arriver est assez simple et s'appuie sur des principes qu'il exposait déjà dans sa propre émission de télé-réalité au début des années 2000. Premier principe. You have to deal with the boss. Deal with the boss wherever possible. We have had talks at the highest level. C'est un narcissique pathologique qui pense que lui peut tout résoudre. Donc il a une conception de la négociation qui est uniquement entre quatre yeux. I like bilateral better. He's always been the top of a vertical hierarchy, and I think that's the only way he thinks of organizations. Ensuite, casser les codes. Thinking outside of the box, well, that's how you're going to have to do it. I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace for the whole world. Il y a aussi ce talent de Donald Trump, c'est de rompre les habitudes. Lorsqu'il a dit « je vais rencontrer le Nord-Coréen », tout Washington a explosé, mais c'est pas possible, ce dictateur épouvantable, comment ? Mais honnêtement, pourquoi pas ? Jamais un président américain en exercice n'a rencontré le leader nord-coréen. Mais Trump pense ainsi pouvoir jouer une troisième carte. I've always felt my best deals were made with my instinct. I like following my instincts. He thinks of himself as very persuasive. He believes he and Kim Jong-un could sit down on the North Korea program. They could wrap it up in a day. How long will it take to figure out whether or not they're serious? I think within the first minute, I'll know. Just my touch, my feel, that's what I do. Le 12 juin 2018, pour la première fois de l'histoire, un président américain en exercice rencontre le leader nord-coréen. Trump a déjà joué ses premières cartes, mais c'est maintenant qu'il va jouer son plus gros atout. Une technique qu'il perfectionne depuis le début de sa carrière d'homme d'affaires. En 2018, pour durcir son rapport de force, Trump tente d'enfermer le leader nord-coréen dans un faux dilemme. À Singapour, il lui présente ce film dans lequel il réduit la négociation à un choix binaire. There can only be two results. One of moving back, or one of moving forward. A new world can begin today. Il y a une seule alternative en fait. Soit vous êtes avec moi, ça ira très bien, soit vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui veut dire que vous êtes contre moi et donc ça ira très mal. Et c'est pas de la négociation ça. En parallèle, Trump fait monter la pression. I feel that Kim Jong-un wants to do something great for his people and he has that opportunity and he won't have that opportunity again. If the meeting when I'm there is not fruitful, I will respectfully leave the meeting. Quelques semaines avant la rencontre, il menace même d'annuler l'événement. I've decided to terminate the planned summit in Singapore on June 12th. This is a tremendous setback. Et donc, lorsque la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est la crainte de voir les pays comme les pays africains. Alors, je ne dirais pas que Trump déteste le pays africain. Non, pour Trump, il n'y a pas de business à faire avec les pays africains. Donc, voilà, le problème est réglé. C'est des pays comme il avait dit lors de son premier mandat. Et le risque pour nous, c'est quoi? C'est que les Africains, je ne sais pas s'ils ont réalisé, avec Donald Trump, s'il y a le retour d'une épidémie de type Covid-19, mais dès lors qu'il s'est retiré de l'OMS, il faut savoir que les Américains, c'est à peu près 20% du financement du budget de l'OMS sur la santé dans nos pays. Les Américains, c'est quand même de gros financements en termes de sécurité internationale. Or, Trump dit maintenant, vous devez payer. Ce qui fait que le danger pour l'Afrique, c'est que si on ne règle pas les problèmes de corruption politique
Au début de votre émission, on a parlé de quoi? Essentiellement de la corruption politique, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, où on sort l'argent public, on donne aux étrangers et on les blanchit. Et donc, ce genre de comportement, ça va faire que les pays africains risquent d'être en très, très grand danger. Et du côté de l'Europe, on voit les réactions de Macron. Alors, je serais peut-être le seul, mais moi j'ai dit à Macron, bravo ce qu'il a fait. Parce que face à une personnalité comme Trump, j'entends les critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que Macron pouvait faire? Macron a déjà obtenu au moins qu'il se déplace à Washington et qu'il discute avec Trump. En diplomatie, c'est une victoire. Parce que personne n'imaginait que... Non, mais on parle plutôt d'une convocation et on a vu comment est-ce qu'on a reçu. Non. Le président américain ne peut pas convoquer le président français. Moi, je pense que Macron est parti aux États-Unis à la demande des chefs d'État européens parce que après les 2 réunions qu'il a organisées à l'Élysée, il a reçu mandat des chefs d'État européens pour parler au nom de l'Europe. Et la preuve, quand il est revenu, il a même annulé le conseil de ministres qui allait se tenir le mercredi de son retour pour faire une vidéoconférence avec les autres chefs d'État pour leur rendre compte de ce qu'il a fait. Mais on appelle ça la diplomatie. En diplomatie, vous n'êtes pas sûr d'emporter. Bon, mais moi j'ai cru entendre, pendant qu'ils étaient en train de donner évidemment la conférence de presse, j'ai cru entendre Trump dire, et là il s'adressait je crois à Zelensky, Volodymyr Zelensky, pour dire j'attends aussi Zelensky qui va arriver dans une semaine. En réalité, une fois que l'accord sera signé, la Russie retournera à ses affaires et l'Ukraine et l'Europe pareil. Pour moi, ça ne posera pas de souci. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer le président Zelensky? Oui, d'ailleurs, il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord de paix. Mais j'aimerais le rencontrer ici au bureau ovale. Donc voilà. Ça veut dire qu'en amont, c'est Trump qui les a fait venir. Pas du tout. En réalité... Bon, après, on cherchera à savoir parce que... Non, mais je vous donne l'information officielle. Trump ne voulait voir personne. Lui, c'est vraiment one-to-one. Je discute avec Poutine, on règle les choses, on se partage. Mais les Européens ont eu... Il ne faut pas oublier que ce sont les Européens qui ont quand même créé cette science qu'on appelle la diplomatie. Alors, nous, vu d'Afrique, et là je m'adresse surtout aux Africains, vu d'Afrique, on a souvent pris l'Union européenne comme les faire-valoir des États-Unis. Les choses ne sont pas vraiment comme ça. En matière de diplomatie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, ils ont des grands maîtres en diplomatie. Ce n'est pas Macron peut-être qui a eu l'idée, mais Macron est entouré par le Quai d'Orsay et croyez-moi, ces gens-là, ils connaissent leur boulot. Et pourquoi c'est la France? Mais là, parce que la France, contrairement à ce que les pays francophones d'Afrique pensent, dans le système international, la France est une puissance, et une puissance militaire, une puissance nucléaire. C'est la première puissance européenne. Et ce n'est pas pour rien il faut reconnaître aussi que la France a perdu au niveau de... notamment dans sa diplomatie, la France a beaucoup perdu. Donc, la France a beaucoup perdu sur le plan international, notamment en Afrique. Juste pour terminer sur le sujet, donc Macron obtient quand même l'accord de la Maison-Blanche qu'il peut venir, on en discute, mais c'est surtout Macron réussit quand même à convaincre Donald Trump qu'il faut recevoir Zelensky. Trump ne voulait rien savoir. Et le génie, sans le mettre sur un piédestal, mais ça c'est déjà une victoire diplomatique. Qu'est-ce qu'il en sortira? On n'en sait rien. Et puis attention, Zelensky joue quand même gros, pas pour lui, peut-être pour lui, mais pour son peuple. Est-ce qu'il va accepter? D'ailleurs, la première proposition de la convention de Trump, Zelensky l'a refusé. Zelensky a eu quand même des mots très forts. Et on ne sait pas si les Ukrainiens vont dire on préfère donc mourir que de céder. Attention, rien n'est gagné, rien n'est encore fait. Trump fait le forcing, mais peut-être que Zelensky va dire maintenant, même les armes de Trump, tant pis, on s'en passera et on va se débrouiller autrement. Mais là, on apprend que finalement, il a donné son accord sur un certain nombre de... Voilà. Mais il n'a pas... En fait, Zelensky n'a pas beaucoup de choix. Et croyez-moi, n'importe qui à la place de Zelensky, à la place de l'Union européenne, croyez-moi, c'est quand même une situation très difficile. Ça rappelle quoi? Ça rappelle la France et l'Angleterre qui cèdent la Tchécoslovaquie à Hitler. Et en fait, ce que cela est venu réveiller chez les Européens, ce sont les accords
entre Français et Allemands et Français et Anglais avec Hitler pour sauver la paix en Europe. Et au final, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, cette stratégie de céder face à quelqu'un comme Hitler ou encore à quelqu'un comme Poutine sous prétexte de sauver la paix, ça n'a jamais sauvé la paix. Et d'ailleurs, je crois que c'est les Anglais qui ont dit aux Français, nous avons signé pour, semble-t-il, sauver la paix, mais au final, on aura la guerre. Et on a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour cela que Macron dit, attention, on ne peut pas être faible face à Poutine. Et puis, là où quand même, et d'ailleurs, on a vu, après le voyage de Macron, tout de suite, Poutine a dit, je suis prêt à discuter avec les Européens. Mais parce que Poutine est aussi conscient que les choses ne vont pas marcher comme sur les rails. Ça, c'est faux. Mais d'ailleurs, même les rails peuvent dérailler. Donc, le système international est ainsi fait. Il ne faut pas être faible. Mais le risque aujourd'hui, c'est la course aux armements. Et pour terminer sur votre question, M. Perrin, une fois le plus, le danger, c'est quoi? C'est que les Européens sont obligés d'augmenter leur budget militaire. Mais ils vont aller trouver l'argent où? Les Américains ont déjà supprimé USAID. Donc, 20 milliards n'arrivent plus en Afrique. Mais ce n'est pas grave. L'Afrique, c'est 200 milliards qui s'envolent dans la corruption. Donc, si les Africains règlent les problèmes de corruption, comme on en a parlé, on peut récupérer entre 150 et 200 milliards. Donc, ça vient largement compenser les 20 milliards. Mais encore qu'il faut qu'on fasse le job. Du côté de l'Europe, l'Europe assiste beaucoup les pays africains. L'aide publique au développement, vous l'avez dit, le Rwanda est en train de voir son aide publique au budget, supprimé par l'Allemagne, l'Union européenne et autres. Ça va changer. Les autorités britanniques ont annoncé mardi qu'elles sanctionnaient le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles du M23 qui contrôlent maintenant 2 grandes villes de l'est du Congo. Le gouvernement rwandais, qui ne nie ni confirme son soutien aux rebelles sur le territoire congolais, a déclaré qu'il était déraisonnable d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a présenté plusieurs mesures punitives pour le rôle joué par le Rwanda dans ce conflit, notamment la suspension de l'aide financière directe qui n'inclut pas le soutien aux Rwandais les plus pauvres, l'arrêt de la participation de hauts responsables à des événements organisés par le gouvernement rwandais, ainsi que la suspension de la coopération en matière de défense. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré que ces mesures n'aident en rien la République démocratique du Congo et ne contribuent pas non plus à trouver une solution politique durable au conflit dans l'est du pays. Quelques jours plus tôt, le Trésor américain annonçait des sanctions économiques à l'encontre du ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale. Et donc, pour gonfler leur budget militaire, il ne faut pas que les Européens aillent chercher dans tout ce qu'ils envoient comme capitaux en Afrique. Parce qu'avec les présidents voyous comme Denis Sassou Nguesso, si les Européens disent « Ok, nous allons financer notre propre sécurité, donc nous n'allons plus apporter à l'Afrique ce qu'on lui a apporté », parmi les choses, c'est quoi? Mais c'est aussi former nos médecins, former nos ingénieurs sur le budget de Oui, mais Didier Mouni-Volo, la vérité, à ce niveau-là, il faut qu'on se dise quand même quelque chose. Les Africains, en réalité, n'ont pas besoin de l'aide des Occidentaux. Les Africains ont la matière première, ils ont l'argent qu'il faut, ils ont les ressources humaines qu'il faut. Le problème, ce sont les régimes qu'on a imposés en Afrique, qui freinent le développement. Mais sinon, l'Afrique n'a pas besoin. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ça, vous pouvez le vérifier. L'aide dont on parle, l'aide au développement, a déjà assuré quoi au Congo-Brazzaville, par exemple? C'est l'aide qui se termine souvent dans les poches de ces dignitaires. C'est comme ça dans tous les pays africains où la France envoie l'aide au développement et souvent ça repart sous d'autres mécanismes en France. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Mais Monsieur Perrin. Donc on n'a pas besoin de cette aide-là. Il suffit de, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il suffit que les Africains s'organisent. Ils n'auront pas besoin de. Et c'est là le hic. Et c'est là le hic. Il suffit que. Or, c'est ce que les Africains ne font pas. Prenez l'exemple de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est la zone la plus riche en Afrique. Regardez l'hydrographie en Afrique centrale. Presque chaque village en RDC, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Gabon, chaque village a son cours d'eau. Et pourtant, ils n'ont pas d'eau potable. La RDC, les premières armes nucléaires américaines, la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, l'uranium vient de la RDC. Mobutu, fier de ça, crée une filière de physique nucléaire. Mais tous ceux qui étaient formés en physique nucléaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient enseigner les maths physiques au collège et au lycée. Qu'est-ce qu'on en a fait? Évidemment, l'aide, on peut supprimer l'aide européenne à l'Afrique, ça ne changera
rien. Mais à condition que les États africains sécurisent une fois de plus les finances publiques. Quand vous regardez comment les pays africains gèrent leurs finances publiques, il n'y a pas de vraies politiques publiques et de vraies politiques sociales. C'est ça le danger de demain. Et Trump... Mais moi, je pense qu'il y a des pays qui se démarquent quand même. Hein. En dehors des pays comme le Congo-Brazzaville, le Cameroun et autres. Mais sinon, il y a des pays qui se démarquent. Qui ont compris qu'évidemment, l'aide au développement freinait même le développement. La vérité, c'est ça. Mais attention. Parce que je vais terminer par là. Comment expliquer un pays comme le Congo-Brazzaville, parlons-en, qui reçoit l'aide au développement, je ne sais pas, c'est des miettes de milliards. Et dans ce même pays, on peut dilapider 14 000 milliards. Paradoxe de Quelle est l'aide que vous allez donner à un pays comme celui-là pour se développer? C'est pour cela que je parle du Congo-Brazzaville et de Denis Sassou Nguesso comme un pays ou un président de paradoxe. En fait, qu'est-ce qui se passe, M. Perrin? On peut supprimer l'aide au développement. Il n'y aura pas d'incidence. Mais par contre, c'est ce que la Chine, par exemple, s'est développée. La Chine n'a pas eu besoin de l'aide publique. Mais la Chine, par contre, et ça, vous pouvez vérifier, la Chine a sécurisé ses finances publiques et a créé un investissement interne, un investissement national pour que les génies chinois puissent s'enrichir en créant des affaires en Chine. Si vous n'avez pas vos propres hommes d'affaires, parce qu'il y a eu changement de paradigme en sociologie, c'est qu'il y a eu transformation des modes de production. Donc aujourd'hui, tous les États, c'est la production, c'est la consommation. Vous ne produisez rien, vous êtes des faibles consommateurs. En fait, l'aide publique au développement en politique internationale, je peux vous assurer, et je peux l'enseigner à l'université, c'est une perfusion pour que ces pays-là ne tombent pas plus bas. Mais sinon, ça n'apportera jamais le développement. Le développement, c'est la politique nationale. C'est une politique... Oui, mais il y a quelqu'un qui expliquait bien, évidemment... il y a quelqu'un qui expliquait bien l'aide au développement. Il disait, vous savez pourquoi? Parce que il faut qu'on envoie de l'aide au développement aux Africains parce que c'est cet argent qui leur permet d'acheter encore les produits, évidemment. Mais bien sûr, mais tout ça, c'est... Donc, c'est ce mécanisme, en fait, parce que si on n'envoie pas cette aide au développement, les produits ne seront pas écoulés. Et en fait, l'aide au développement, le concept est vaste. Pour vous prendre un exemple simple, pendant longtemps, les Américains ont financé ce qu'on appelait les produits PAM, le Programme alimentaire mondial. Donc, on donne l'argent à tel ou tel pays pour acheter des produits alimentaires. Sauf que cet argent revient aux agriculteurs américains qui fournissent ces produits. En fait, c'est, comment on appelle ça? C'est le financement des entreprises de façon déguisée puisque les lois de la concurrence interdisent le financement des entreprises par l'argent public. Sauf que ce financement se fait via l'aide publique au développement. C'est ce qu'on a noté d'ailleurs dans la guerre russo-ukrainienne où les États-Unis envoient du matériel. En fait, ils décaissent des milliards. Ils alimentent leurs industries d'armement. Et ce sont ces armes-là qu'on envoie en Ukraine. Et puis pour dire à l'Ukraine, le plan Marshall, c'était ça, hein, c'est-à-dire que ça a permis... Alors donc, Didier Mouini-Volo, on va terminer. Je crois qu'on a largement dépassé l'heure. La dernière question, c'est de savoir, tel que, voilà, les choses sont parties maintenant qu'on a condamné, parce que je le disais d'entrée de jeu, c'est des choses qu'on ne rêvait plus, plus personne ne pensait à ça. Mais là, on a vu que finalement, le Rwanda est condamné et même l'Union européenne est en train de faire marche arrière. Le Royaume-Uni vient de suspendre carrément le dialogue politique avec le Rwanda et des responsables, des ministres sont sanctionnés. Est-ce qu'on peut désormais avoir l'espoir qu'on va là vers la fin de cette crise sécuritaire en RDC, ou bien c'est juste là la partie, comme qui dirait, émergée de l'iceberg et que le fond, les causes demeurent encore? Alors, non. Moi, je ne peux pas vous dire que les sanctions de l'ONU, les sanctions américaines, les sanctions de l'Union européenne... Est-ce que ça peut influencer Paul Kagame? Oui et non. En fait, ce qui va influencer Paul Kagame, c'est vrai, les sanctions, c'est un manque à gagner parce que le Rwanda ne peut pas boucler facilement son budget annuel sans l'aide de l'Union européenne, des Américains et autres. Et en plus, le Rwanda avait besoin de ce business pour financer son développement. Donc, en réalité,
les décisions qui viennent d'être prises sur le plan international sont un premier niveau de traitement de cette crise et il faut s'en féliciter. On ne peut pas dire que c'est rien. Mais par contre, sur le terrain, même à main nue, les gens continueront à se battre. Si le gouvernement central à Kinshasa ne crée pas une vraie dynamique d'unité nationale et n'élabore pas les vraies politiques publiques et les vraies politiques sociales de sortie de crise, quitte à aller voir jusqu'au niveau de la justice transitionnelle, c'est-à-dire que de façon rapide et immédiate, comment on va solder le conflit à l'Est. Mais M. Perrin, je voudrais quand même attirer l'attention de vos téléspectateurs. Attention, les premiers casques bleus, c'est au Zaïre, dans les années 60. La RDC a toujours été un problème difficile pour les Nations Unies. Peu importe le secrétaire général, peu importe le président américain, et d'ailleurs, peu importe le président rwandais, ougandais ou burundais. Le sujet sur le plan international pour la RDC a été souvent lequel? Est-ce que ce pays n'est pas trop gros pour être gouverné sérieusement, pour sécuriser les populations? D'où des fois, il y a eu des hypothèses d'éclater le Zaïre ou la RDC aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mais je vous dis juste comment ça a fonctionné sur le plan international. Mais est-ce que ce n'est pas non plus, dans le même sens, est-ce que ce n'est pas non plus une instrumentalisation voilà, des Occidentaux, alors, question de maintenir ce pays dans les troubles pour continuer évidemment à piller tranquillement les matières? Parce qu'on ne peut pas comprendre, vous l'avez d'ailleurs rappelé d'entrée de jeu, comment se fait-il que l'Union européenne, consciente que le Rwanda ne dispose pas de ces matières premières et critiques, mais signe quand même d'accord avec le Rwanda, sachant que le Rwanda ira piller ça en RDC, mais comment? En donnant la mort. Oui, là l'Union européenne a commis une faute monumentale. Je ne sais même pas quels sont les responsables de l'Union européenne qui ont pu signer ça. Mais par contre, pour revenir à la question initiale, c'est que pour comprendre le fait que ce pays soit difficilement gérable, il faut repartir à l'histoire de l'État indépendant du Congo. Comment l'État indépendant du Congo s'est constitué? Historiquement, comment le roi des Belges, Léopold II, a géré sa colonie qui était sa propriété privée avec beaucoup de brutalité, avec beaucoup de tueries. Le résultat, je crois, on est entre 4 et 7 millions de morts sous les décisions de Léopold II. Les Congolais, la RDC serait en Europe, Léopold II serait en prison. Il faut le dire très clairement. Parce que ce qu'il a commis, c'est les crimes de guerre. Il appartient au gouvernement de Kinshasa de déposer plainte pour crimes de guerre, ce que le gouvernement ne fera pas. Et les relations internationales, c'est les rapports de force. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Mais à l'ouest de la RDC, vous avez aussi des affrontements tribales ethniques, hein, dans les zones Bateke, avec beaucoup des Congolais de RDC, Bateke ou Congo, qui fuient vers le Congo-Brazzaville, le long du fleuve Congo. Donc oui, ça mais ça, aussi, on peut comprendre ça, c'est parfois dû à un pouvoir central faible. Et mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui se passe au nord et au sud Kivu, les sanctions internationales, c'est nécessaire, mais après, quel travail les Congolais dans leur ensemble, la population et le pouvoir central, quel travail ils vont faire pour créer une véritable unité nationale? L'unité nationale, ce n'est pas un discours. L'unité nationale, c'est une construction politique, c'est une construction économique, c'est une construction sociologique. Ce qui manque à l'Afrique en général, c'est comment on crée la richesse et comment on redistribue la richesse. C'est le rôle de l'État. C'est l'État qui doit centraliser toute cette dynamique de création, de production, comment on fixe le prix, comment on maîtrise l'inflation, comment on maîtrise le chômage et comment on sécurise les populations. Comment je traite mes maladies, comment je forme mes étudiants. Ça va être compliqué. On va aller à la fin parce que le temps est arrivé presque à la fin. Bon, mais moi je vous comprends très bien, mais dans le même temps, j'ai bien envie de dire que les Africains sont assez mûrs, bien formés, ils sont allés apprendre dans les mêmes écoles, les mêmes universités, ils ont les mêmes diplômes, et le problème se pose au niveau, évidemment, voilà, des pouvoirs en Afrique, des pouvoirs imposés qu'il faut dégager de ces pays pour libérer, voilà, les Africains, et puis bon, donner la chance, une deuxième chance à ces pays de se refaire. Et il y a une c'est au peuple de prendre ces choses-là en main et de dégager les gens qui sont choisis par l'Occident, si tel est le cas. Mais après, attention à M. Perrin, hein, je vous disais tout à l'heure que le système international est anarchique. On peut être choisi par la France, mais ce n'est pas la France qui vous demande de piller vos richesses.
Oui, mais si vous êtes choisi par une puissance, Didier Mwindi-Volo, 14 000 milliards, oui, mais j'en arrive. C'est pas le président français qui a dit à Denis Sassou Nguesso de bouffer 14 000 milliards que de construire. J'en arrive, évidemment. Dès lors que c'est une puissance qui vous installe, moi je pense que cette puissance est responsable, j'allais même dire à 100% responsable des agissements de celui qu'on a placé. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est que les Congolais peuvent décider par exemple de dégager Sassou Nguesso à plusieurs fois, on a tenté de le faire, les Congolais ont tenté de le faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est la même France qui vient soutenir derrière, qui envoie les armes. Vous savez qu'au Congo, on a importé les armes alors que, à un moment donné, il y a eu d'embargo. C'était interdit. Mais le Sassou pouvait importer les armes avec la complicité de qui, en fait? Donc voilà un peu ce qui se passe au Congo. Les Congolais ont voulu chasser Denis Sassou Nguesso en 2015. Vous savez comment ça s'est passé? Qui a donné le blanc-seing à Sassou Nguesso pour massacrer les Congolais? C'est François Hollande qui disait, voilà, il a le droit de... Alors que François Hollande savait que dans la Constitution de 2002, il y avait des verrous. Ça, ils le savent. Non, non, mais donc, vous comprenez qu'il y a des choses comme ça, parfois, qu'on crée des petites agitations juste pour maintenir le monsieur parce que c'est lui le garant des intérêts, vous comprenez, entre guillemets. Monsieur Perrin, là où ça ne marche pas. Non, non, monsieur Perrin, franchement, il faut que j'apporte une précision. Alors, François Hollande est le président français. Oui. On lui pose une question sur la politique internationale. Il donne une réponse de politique internationale. François Hollande n'est pas le professeur de Denis Sassou Nguesso ou de Tati Mabiala. Même Pascal Tati Mabiala, leader de l'opposition, il vient, il dit « Oui, mais François Hollande a dit ça, donc la France soutient Sassou, nous, on ne peut rien faire. » C'est faux. En politique internationale, une telle réponse, c'est 0 sur 20. Moi, non, mais Didier Mwindi-Volo. Non, non, c'est important. Pardon. Mais... Non, vous êtes en train de faire allusion à quel type de système, à quel pays? Des pays normaux, dirigés par des pouvoirs élus par des populations ou par des peuples, ou bien vous parlez du Congo, par exemple, où on est venu installer un bandit, un criminel, et par les armes. Nous parlons ici du Congo. Monsieur Perrin, mais j'en arrive. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça. Oui, je vous dis juste que ce n'est pas parce qu'un président serait installé par tel ou tel pays, donc ça suppose que ce pays ne doit pas avancer. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez deux pays qui sont avancés, d'ailleurs un qui a été même pendant longtemps la deuxième puissance économique du monde, c'est le Japon. La constitution japonaise actuelle, je vous dis bien, la constitution japonaise actuelle, c'est une constitution qui a été rédigée à Washington, qu'on a ramenée au Japon. Aucun juriste japonais n'a rédigé cette constitution. La constitution japonaise, jusqu'aujourd'hui, celle qu'on utilise, a été rédigée par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le Japon, jusqu'aujourd'hui, est sous occupation militaire américaine. Question, comment ce pays a fait pour être la deuxième puissance économique du monde? La Corée du Sud, pareil. La Corée du Sud est un pays qui a été constitué, protégé par les Américains, et il y a eu Corée du Sud, Corée du Nord. Mais comment la Corée du Sud peut avoir des multinationales comme Samsung, toutes puissantes? Je peux vous le dire et vous le certifie, Sassou a été placé peut-être par la France, mais ce n'est pas la France qui demande à Sassou de se comporter comme ça vis-à-vis de son peuple. La France, les États-Unis par exemple, les États-Unis veulent installer les responsables européens en phase avec Trump. C'est la première fois dans l'histoire des relations entre l'Union européenne et les États-Unis où on voit Elon Musk demander aux Allemands de voter pour cette dame de l'extrême droite, où on voit Trump. Vous voyez, mais c'est ça les relations entre les États. Je vous prends l'exemple de l'Iran. Vous savez qui a installé le pouvoir iranien? Vous savez, le pouvoir actuel. L'ayatollah Khomeini venait de France, où il était en exil, et c'est sans eux qui l'installe. Mais très vite, ça coinçait avec qui? Les mêmes Occidentaux, jusqu'à ce que le peuple iranien est entré dans l'ambassade américaine. Attention, nous sommes des États indépendants et souverains. Le panafricanisme... Non, pas le Congo. Le Congo n'est pas souverain, monsieur. Non, attendez. Non, là, il faut qu'on apporte des précisions. Nous avons commencé notre petite démocratie, bien qu'elle boitait encore. D'accord, tout le monde le sait. 1991, on démarre un processus démocratique, bien qu'en train de se chercher. Celui qui est venu décapiter la démocratie
naissant au Congo, c'est bien la France. On doit se dire un certain nombre de choses. Comment ça s'est passé? Quels sont les moyens qui ont été utilisés? S'il vous plaît, à ce moment-là, tout le monde le sait. On est allé chercher les armées étrangères, on les a menés, on a décapité les Congolais, on a installé un régime, et le président Chirac s'en est même vanté. L'ONU voulait même envoyer, je crois, une mission de paix au Congo pour assurer, comme ils aiment à le faire, la paix. Mais qui a empêché ça? Mais c'est bien la France au niveau du Conseil de sécurité. Donc vous comprenez que tout était mis en œuvre pour que la France continue à contrôler le Congo. Et c'est ce que la France fait. On n'en parle pas assez, mais derrière le régime de Brazzaville, déjà même quand il s'installe, qui lui donne de l'argent? C'est Total qui va faire la magouille pour biaiser le FMI. Nous avons les éléments. Si je peux me permettre, M. Perrin. En plus, je vais terminer par là. Vous savez que Denis Sassou Nguesso est un agent de la DGSE. Oui, mais comment un agent de la DGSE peut-il être président d'un autre pays quelque part? Vous imaginez un agent des renseignements de quelque part être président en France? Quelqu'un va accepter ça? Mais M. Perrin, alors, moi, je vous dis encore, ce que vous dites, je ne dis pas que c'est faux. Mais attention, moi, je suis au Congo-Brazzaville. Oui, je comprends ça très bien. Mais la France est vraiment responsable de ce qui se passe. Non. Il faut le leur dire à un moment donné. Attendez. La France a peut-être choisi son camp, a financé un camp, mais moi, je m'inscris en faux. En tout cas, un État n'est pas responsable de ce que fait un gouvernement dans son territoire, même s'il est épaulé par cet État-là. Attention, la France a peut-être aidé Sassou Nguesso à prendre le pouvoir, mais la France ne demande pas à Sassou non, de dire... la France n'a pas aidé Sassou. La France a préparé Sassou. Depuis la France a acheté les armes. Nous connaissons le circuit aujourd'hui. Tout ce que je suis en train de dire, monsieur Didier Woudy-Volo, ce que je suis en train de dire est documenté et j'ai tous les éléments. Mais ce n'est on pas peut les afficher, on va comprendre comment ça s'est passé. Sassou est arrivé en France, Chirac l'a pris, l'a mené dans ses milieux, on l'a préparé, on a acheté les armes et on a renvoyé. Sassou n'allait pas revenir au Congo. Il n'en avait même plus dans la tête. Monsieur Perrin, est-ce que vous voulez Chirac qui le convainc pour dire tu dois repartir, faire ci, faire ça. Mais tout ça, j'ai entendu, monsieur Perrin. Mais tout ça, on le sait. Est-ce que vous voulez que je vous parle comme quelqu'un qui a vraiment étudié la politique internationale? Ben, si c'est ça la politique internationale, j'accepte. Mais bon, moi je condamne toujours la France. Attendez, parce que les téléspectateurs de R7 qui nous suivent doivent comprendre. Quand je vous dis que je suis prêt à diriger le Congo parce que je suis arrivé au département des sciences politiques, sciences juridiques et politiques internationales. Ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de mes professeurs, ça m'a empêché de dormir. Ce n'est pas possible dans un pays. Ce n'est pas possible où vous avez un ministre de l'Intérieur, où vous avez les services secrets. Je mets de côté le président de la République. Ce n'est pas pour le protéger. C'est faux. Ce n'est pas pour le protéger. Je peux en débattre. Amenez-moi tous les généraux du monde. Amenez. On va débattre. Vous avez le ministère de l'Intérieur. Vous avez les services secrets. Qu'est-ce que vous apprenez de Mbéry Martin, de la bouche de Mbéry Martin, ministre de l'Intérieur, journal d'Edmond Philippe Gali, votre collègue, Edmond Philippe Gali, monsieur, bonjour, tous les dimanches à 7 h. Mbéry Martin dit, je passe souvent mes week-ends à Oyo auprès de Sassou. Moi, je suis informé. Je suis le chef des services secrets. Je suis informé. Eh bien, je vous parle comme ça se passerait aux États-Unis. Ça se passerait en France ou en Chine. Mbéry Martin est enterré. Alors, monsieur Perrin, on va être sérieux. Soit nous gérons des États, soit on est dans des histoires de chenilles, de Mboatanamou Kandikiof ou de Ngoki dans les Nganda de Brazzaville. Mais Didier Mouni-Volo, les États n'existent pas chez nous. C'est ça la vérité. Non. Même si on est un État faible. Non, on n'est pas État faible. L'État n'existe pas au Congo. Mais dans ce cas, c'est on peut le démontrer. Non. Déjà, la loi ne fonctionne pas. Le président, soi-disant le président qui est là, le chef de l'État, ne respecte pas la Constitution. Il est incompatible à la Constitution. Vous comprenez? Dans quel État nous sommes? L'État n'existe pas au Congo. Mais
Monsieur La Perrin, je vous dis République a juste disparu, c'est ça. C'est de ce pays que nous sommes en train de parler, en fait. Je vous dis juste qu'il faut distinguer deux choses. Sincèrement, si nous voulons que l'Afrique noire avance, les panafricanistes, ils peuvent critiquer l'Occident, mais les critiques les plus acerbes doivent être à l'endroit de ceux qui dirigent les États parce que c'est eux les premiers responsables. La France n'est pas responsable du manque d'eau au Congo. C'est Denis Sassou Nguesso et Colline Makosso aujourd'hui. La France n'est pas responsable des hôpitaux médiocres. Je suis désolé de vous le dire. Personne ne vous le dira. Le problème, c'est celui-là. Qui les a installés? Qui les a installés et qui continue à les maintenir? C'est ça le problème, en fait. Parce que si vous faites... vous savez, je vais terminer par là. Une petite question. Prenez Denis Sassou Nguesso. Mettez-le en face même... j'ai du respect pour tout le monde. Prenez même un chat. Mettez devant Sassou Nguesso pour une élection transparente, démocratique. Il sera battu. Alors, vous avez compris. Oui. Le monsieur, c'est ça son problème, en fait. Et parce qu'il sait que même quand il commet des crimes, même les génocides, il est protégé. Vous avez vu ce qui s'est passé au Pool? Non. Il y a eu blackout. Blackout médiatique. Monsieur Perrin, il est protégé, le gars, en fait. C'est ça le problème. Monsieur Perrin, faisons attention. Hein. Je vous donne encore un exemple. Peut-être que les téléspectateurs vont mieux comprendre. Prenez les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, les Européens ne comprennent pas que Trump les livre à Poutine. Qui pouvait s'attendre? 70 ans de relations. Et autre chose, vous savez pourquoi Elon Musk et Donald Trump supportent l'extrême droite en Europe? Vous savez pourquoi? Parce que ce que l'Europe, l'Union européenne, c'est la première zone économique et la plus réglementée en termes de normes. Et Elon Musk et Trump détestent ces normes-là qu'ils considèrent comme nuisibles au business. Et donc, si nous, on encourage eux, Musk et Trump, ils se disent que si l'extrême droite arrive au pouvoir dans la plupart des pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et autres, eh bien, l'extrême droite est en phase avec notre dérégulation. Par exemple, les GAFA. Quand vous prenez les GAFA, la zone où les GAFA sont très réglementés, en dehors de la Chine, c'est l'Union européenne. En Europe, il y a un règlement général de protection de données qu'on appelle le RGPD. Quand l'Europe met en place le RGPD, les États-Unis sont furieux. Ils n'en voulaient pas. Mais ne vous trompez pas, ils finissent par le copier. Parce qu'aux États-Unis aussi, on a envie de protéger les données. Mark Zuckerberg, il arrive au Sénat américain pour expliquer comment fonctionne son business. Appelé en Europe, il refuse de venir à l'Union européenne. Les Européens lui disent, ou vous venez, ou on déconnecte Facebook et YouTube, Facebook surtout, de l'Europe. Il était obligé de venir. Les États fonctionnent comme ça. Moi, la seule chose que je veux vous dire, ce n'est pas parce qu'un pays soutient un gouvernement que les populations sont obligées d'accepter. Les Congolais pouvaient se révolter contre Sassou, même si Hollande a dit Sassou reste au pouvoir. Hollande n'est pas le professeur des Congolais, il n'est pas le saint-père des Congolais. Quand Tsati Mabiala vous dit que Hollande a dit ça, donc Hollande soutient Sassou, il pointe 0 sur 20 en termes de politique internationale. 0 sur 20. Je suis sérieux. C'est pas Tsati Mabiala qui a dit que Hollande soutient. Non. Tout le monde avait compris le message parce que et puis c'est tombé à quel moment François Hollande avait fait exprès. Il savait ce qu'il était en train de faire. Parce que c'est le même qui voulait même le départ de Sassou Nguesso. Mais après, quand on a subventionné son, comment ils appelaient ça, la COP, c'est ça, oui, 24, c'est ça. Sassou est allé verser beaucoup de milliards. Et c'est là que Hollande a changé d'avis. Regardez, je vous donne un autre exemple historique. La Révolution française, que tout le monde admire, de 1789. Oui. Vous savez ce qui s'est passé après? Toute la royauté européenne, la royauté européenne était contre la Révolution française. Il faut savoir que la reine Elisabeth le disait souvent. Quand elle venait en France et qu'elle était admirée, elle disait souvent, je suis quand même fasciné par le peuple français qui a guillotiné Louis XVI et m'admire. La population française a détruit les monarques. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les autres pays monarchiques ont mené des guerres pour faire échec à la Révolution française. Mais les révolutionnaires ont mobilisé la population pour protéger les acquis de la Révolution et aller vers la République. C'est le peuple qui est souverain. Si votre peuple est faible, demain, les Rwandais vont vous piquer le Congo. Mais ne venez pas pleurer. Mouni Ivolo Didier vous le dit.
Si Sassou est dangereux pour le Congo, pourquoi les services secrets, sous certains pouvoirs, ne l'ont pas neutralisé? Je vous le dis encore, demandez à tout le monde, lorsque un citoyen est un danger pour la République, c'est le rôle des services secrets et de la police de le neutraliser en protégeant la République. Regardez un épisode de Star Wars, le débat entre la princesse et comment on appelle, le jeune Anakin, autour de la République et du Sénat. Qui commande? Mais c'est le vrai sujet qu'on doit se poser. Parce que tant que nous allons être omnibulés, fascinés dans ce débat où les Occidentaux nous imposent les chefs, le peuple devient irresponsable. Eh bien, Thomas Sankara l'a dit, vous l'avez cité, un peuple qui ne se révolte pas lorsqu'il est face à un danger, même si ça vient des Américains. Regardez Zelensky. On se moque de Zelensky. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il fait ce qu'il peut face à cette puissance américaine. L'Union européenne fait ce qu'elle peut. Mais nous, on fait quoi face à ceux qui, même à ceux qui nous détruisent? Regardez vous-même. Le problème, ce n'est pas des Rwandais dans vos terres et vous vous contentez de dire ah oui, mais comment ça, on va nous. Mais oui, on va vous piquer vos terres. Non, ce n'est pas tant de dire que les Congolais sont faibles et autres. Non, je voulais juste je ne dis pas que les Congolais sont faibles, mais il faut qu'ils réagissent. Il arrive des moments où le peuple congolais se lève pour dégager ce monsieur, mais malheureusement, on constate que c'est... Moi, je dis les choses, hein, c'est clair, et puis je peux le démontrer, j'ai les éléments. C'est la France qui vient le protéger, qui envoie des armées étrangères, des mercenaires pour massacrer. Et il y a eu des soldats français sur le sol congolais. On les a vus. Mais on est en train de chasser l'armée française. En train de tirer sur les Congolais. Il y a eu des soldats français. Mais je suis d'accord. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils ne viendront plus. Non, l'image des militaires blancs en train de tirer sur des Noirs en Afrique, pour le moment, c'est fini. C'est fini. Peut-être, oui. Bon, mais le peuple congolais vous écoute. Et je les encourage d'ailleurs à se battre jusqu'à la libération. Au peuple congolais, nous sommes en 2025, c'est fini. Aucun militaire français blanc ne pourra tirer sur des populations noires en Afrique aujourd'hui. Sinon, mais ils veulent maintenant se déguiser, comment on appelle ça? Ils se cachent maintenant derrière l'armée rwandaise. Bon, alors ça c'est autre chose. Oui, ça vous avez raison. Après, ils peuvent sous-traiter, les grandes puissances peuvent sous-traiter, mais d'ailleurs l'Angleterre a voulu sous-traiter aussi au Rwanda, hein. Heureusement que les gens ont réagi. Les demandeurs d'asile en Angleterre qu'on allait installer au Rwanda, qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'allaient pas arriver à l'est de la RDC? Et d'ailleurs, vous avez fait un gros travail là-dessus, sur l'apport de l'Union européenne et de l'ONU dans la formation des militaires rwandais. Lorsqu'ils ont acquis une telle formation via les institutions internationales, sous prétexte d'aller au Mozambique ou en RCA, mais quand ils sont rapatriés chez eux, ils se retrouvent à l'est de la RDC avec cette technicité. Et ça aussi, il faut que ça s'arrête. Là, je suis d'accord avec vous. Mais sachez-le, le peuple est le souverain primaire. Il lui appartient de réagir lorsqu'il se sent en danger. Regardez, on peut vous donner des milliers d'exemples. Lorsque vous êtes face aux principes, aux valeurs fondamentales, vous ne négociez pas. Or, nous voulons négocier avec tout. C'est pas possible. Voilà. Et donc, le message, je crois, il a été clair aux Congolais. Vous avez, je crois, bien compris le message. Il faut pas négocier lorsque vous vous sentez en danger. Et le Congo est en danger. Le danger, il est là. Il y a une menace existentielle. La vérité, c'est ça. Je le dis peut-être en souriant, mais la vérité, c'est que le Congo, aujourd'hui, court une menace existentielle. Et si les Congolais ne font rien, ben, nous n'aurons plus que les yeux pour constater. C'est ce qu'on appelle la révolution. Et le CER, ce n'est pas de la révolution du fleuve. Vous savez, la première révolution humaine, c'était où? En Égypte, l'Ancien Empire. Entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire, il y a eu la révolution. Et vous savez pourquoi ils se battaient? Pour du pain et l'égalité face à la mort. C'est-à-dire, quand même les pauvres, quand ils sont morts, il faut qu'ils soient bien enterrés. Et pour avoir du pain pour tout le monde. Et les pharaons qui arrivaient après, quand ils prêtaient serment, il disait, parmi les phrases, que je donnerai du pain à l'affamé, je donnerai de l'eau à la soifée et je ne priverai pas un enfant de l'héritage de son père. Nous sommes en haute antiquité. Ben voilà. Déjà, les Égyptiens réagissaient et donc nous avons des égyptologues qui nous parlent de l'unité entre l'Égypte noire et l'Afrique noire aujourd'hui. Eh bien, soyons comme les Égyptiens de cette époque-là.
Nous sommes en danger. Réagissons. Voilà, alors merci Didier Boinivolo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. En tout cas, grand merci pour cet échange et on a beaucoup appris avec vous. Merci à vous. Et vous êtes porte-parole, bien sûr, du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Ça a été un réel plaisir de vous avoir encore compté parmi nous. Mais merci à vous, c'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations pour éclairer les Congolais et puis les populations africaines parce qu'il faut qu'on trouve les solutions pour nos peuples qui souffrent vraiment. Et voilà, c'est aussi au peuple donc de prendre leurs responsabilités, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne libère pas un peuple doit se libérer seul. Merci, Exactement. mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et donc on se dit au revoir à très bientôt. Merci.